Et c'est aujourd'hui que commence la dernière étape de la campagne, dernière ligne droite, 15 jours pour faire vos choix. Et à partir d'aujourd'hui, chaque matin, l'ensemble des candidats va répondre à mes questions, les questions de confiance, donner toutes les clés pour choisir. Bonjour Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, vous êtes la première invitée de ces questions de confiance. Alors vous êtes à distance parce que vous êtes toujours positive au Covid et on va tenter pendant une demi-heure de permettre à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de pouvoir faire leur choix et décider pourquoi vous. Je vais vous interroger bien sûr sur votre programme, mais d'abord 3 questions d'actualité. La première sur la Corse qui s'embrase à nouveau. On a vu cette nuit des moments de grande violence devant une compagnie de CRS à qui les manifestants reprochent d'avoir chanté la Marseillaise au moment des obsèques d'Ivan Colonna. Vous, présidente, vous ferez comment pour apaiser la Corse ? D'abord, il faut le retour à l'ordre et le retour à la République. Avoir mis les drapeaux en berne pour la mort de l'assassin d'un préfet, c'était une faute. Et je crois qu'il faut que la République retrouve toute sa place en Corse, avant toute discussion préalable sur le futur statut de la Corse. Donc, préalable de retour au calme. Deuxième question, vous l'avez entendu hier dans la foule du meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro, cette foule qui à un moment a scandé Macron assassin. Vous seriez intervenu. Comment est-ce que vous voyez ce peuple dont Philippe de Villiers a dit que c'était le même peuple que le peuple de droite qui était là pour Nicolas Sarkozy au même endroit il y a quelques années. Vous auriez dit quoi, vous ? D'abord, c'est une usurpation totale et un certain nombre des participants des meetings du Trocadéro ont dit qu'ils n'étaient pas de cette droite-là. Mais je crois que ce meeting a été tristement révélateur de ce qu'est Éric Zemmour. Éric Zemmour a un discours qui attise la violence et il n'est pas capable de la contrôler. Or, un président de la République doit maîtriser ses supporters. Et aujourd'hui, on a un Éric Zemmour qui est totalement discrédité pour pouvoir présider la France. On ne laisse pas dire ce genre de choses dans un meeting. On ne laisse pas ces mots-là. Troisième question d'actualité, avant de passer à votre programme, Valérie Pécresse. L'Ukraine. Vous avez vu qu'Éric Zemmour... vous avez vu qu'Éric Zemmour avait déjà laissé faire des saluts nazis dans certaines de ses réunions. On ne laisse pas faire ça. Ça montre une incapacité à présider la France. Vous savez, le poète Jacques Prévert disait on ne laisse pas les intellectuels jouer avec des allumettes. Eh bien, c'est le sentiment qu'Éric Zemmour a donné hier. L'Ukraine, l'appel au boycott lancé par le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui appelle à boycotter les magasins Auchan. Est-ce que vous vous dites que concrètement Auchan peut rester présent en Russie aujourd'hui ? Aujourd'hui, les groupes français qui sont présents en Russie se retrouvent face à leurs responsabilités. Effectivement, Renault a pris une décision très courageuse, celle d'arrêter ses activités en Russie. Il faut que les grands groupes qui ont les épaules pour le faire prennent cette décision en conscience. En revanche, sur les PME françaises qui risquent de se faire racheter à vil prix ou qui risquent de faire faillite, alors je ne donnerai pas de leçon de morale parce que je pense qu'il faut penser aussi à leurs salariés et il ne faut certainement pas que cette guerre en Russie se traduise par des mises au chômage. Mais vous mettez Auchan dans quelle catégorie ? Vous mettez Auchan dans quelle catégorie ? Est-ce que, je vous repose la question très clairement, est-ce que les magasins Auchan doivent rester en Russie ou se retirer ? Eh bien, c'est à eux de décider, mais je crois qu'il serait sage aujourd'hui que les entreprises qui ont les épaules pour le faire se retirent de Russie. Mais Auchan a les épaules pour se retirer de Russie ? Je ne le sais pas. Mais vous seriez aujourd'hui au pouvoir, vous diriez à Auchan de prendre ses responsabilités. Et donc, j'essaye quand même de comprendre ce qu'il y a derrière. Vous dites de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de quitter la Russie. Si elle en a les capacités et si ça ne se traduit pas par des mises au chômage de l'ensemble de ses salariés. Mais c'est donc à Auchan de juger. Vous ne diriez pas, vous, sortez. Je ne dis pas à toutes les entreprises de France d'arrêter de faire du commerce avec la Russie parce que je pense qu'il faut aussi penser aux salariés de ces entreprises. J'essaie juste de comprendre, parce que vous dites que Renault a eu ce courage. Vous pensez donc qu'Auchan aurait du courage à partir ?
ce serait une décision qui serait courageuse, mais peut-être douloureuse pour l'entreprise et ses salariés. Valérie Pécresse, je le disais, question de confiance ce matin. Tout a commencé pour vous avec 61% des suffrages de la primaire LR. Début janvier d'ailleurs, vous étiez au coude à coude avec Marine Le Pen dans les intentions de vote pour franchir la barre du premier tour. Et puis depuis, c'est beaucoup plus difficile et douloureux pour vous. Je voudrais d'abord qu'on commence par comprendre ce qui vous distingue des autres. Il y a eu un doute qui s'est installé parce que lorsqu'Emmanuel Macron a commencé à développer son propre programme, vous l'avez accusé de vous copier. Vous l'avez accusé de plagiat, voire même de contrefaçon. Mais au fond, est-ce que, en disant cela, vous n'avez pas tiré une balle dans le pied de votre propre programme en disant, au fond, on a le même. Alors pourquoi vous, dans ces cas-là? Mais d'abord, il y a un fossé qui me sépare d'Emmanuel Macron, à la fois sur la conception de la France, puisque ma France est une et indivisible. Il n'y a qu'une seule culture française et pas des cultures en France. Je n'accuse pas la France de crimes contre l'humanité en Algérie. Et je ne veux pas déconstruire l'histoire de France. Il y a aussi un fossé dans mon rapport aux Français. Parce que moi, je ne dis pas qu'il y a des Français qui ne sont rien. Et je ne veux pas les emmerder. Au contraire, je veux qu'on arrête de les emmerder. Mais sur le fond du projet, il y a aussi un fossé. Parce qu'Emmanuel Macron est dans le déni total des sujets de sécurité. Vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit encore à Sevran. Moi, je veux ramener l'ordre dans la rue et l'ordre aux frontières avec une politique de quotas migratoires. Emmanuel Macron n'a rien de tout ça dans son projet. Et quand il plagie mes réformes, c'est des mauvais plagiats. Regardez sur la réforme des retraites à 65 ans. Dès hier, Emmanuel Macron a embrayé la reculade, puisqu'il a dit « cette réforme ne sera pas la priorité de mon quinquennat ». Je crois que les retraités qui attendent que leur retraite soit indexée sur l'inflation vont pouvoir attendre encore longtemps. La réforme des retraites d'Emmanuel Macron n'est pas encore commencée. Et c'est la même chose sur le RSA. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a tenté de reprendre ma mesure sur 15 heures de travail en contrepartie du RSA. Et puis finalement, on s'est aperçu que ces 15 heures n'étaient pas obligatoires, qu'elles étaient facultatives. Et enfin, il y a un dernier sujet, la dette et les déficits. Moi, j'assume de dire aux Français la vérité. C'est qu'il faudra résoudre ce problème de la dette et arrêter la fuite en avant des dépenses. Est-ce que vous avez vu qu'Emmanuel Macron a refusé cette semaine d'envoyer la trajectoire budgétaire de la France à Bruxelles? Ça veut dire qu'il cache les comptes. Ça veut dire qu'avec Emmanuel Macron, personne ne sait qui payera l'addition de son programme. Emmanuel Macron se dissimule, Emmanuel Macron se transforme, c'est un illusionniste et ça n'est certainement pas un homme de droite. Il cache les comptes de la France. Pour vous, il y a véritablement un tour de passe-passe, un refus de transparence ? Écoutez, en tout cas, j'attends qu'il transmette la trajectoire financière de la France à Bruxelles, ce qu'il aurait dû faire cette semaine. J'ajoute que dans mon programme, il y a 2 fois plus de baisse d'impôts parce que mes réformes sont beaucoup plus audacieuses. J'assume de dire que je vais faire la réforme de l'État, qu'il faudra supprimer des postes dans la fonction publique administrante. J'assume de dire qu'il faudra réformer l'assurance chômage. J'assume de dire qu'il va falloir dépenser moins et mieux pour ne pas léguer une dette abyssale aux générations futures. Essayons de rentrer justement dans les dettes financières. De rentrer dans le concret, Valérie Pécresse, il y a 3 sujets principaux aux yeux des Français sur lesquels vraiment ils veulent se déterminer. La question du pouvoir d'achat, la question de la santé, mais aussi de l'éducation et de la dépendance, et enfin la question de la sécurité au sens large, c'est-à-dire sécurité et défense. Sur le pouvoir d'achat, je voudrais vous donner un exemple. Imaginons, je suis au SMIC, je suis mère célibataire et j'ai 2 enfants. Tous les prix de l'alimentation augmentent et on entend les économistes qui nous disent que ça ne va pas s'arrêter demain. Qu'est-ce que vous faites pour moi ? D'abord, j'augmente les salaires de 3% dès juin en récupérant, c'est l'État qui payera, 1/3 des cotisations retraite de tous les salariés. Ça veut dire que pour quelqu'un qui gagne 1 400 € net, ça fait 500 € de plus dans l'année de salaire. C'est la première chose. Ensuite, pour les mères seules qui touchent des pensions alimentaires pour leurs enfants, je décide de défiscaliser ces pensions alimentaires parce que souvent, elles rentrent dans la fiscalité de ces mères et ça peut leur faire perdre leur prime d'activité, ça peut leur faire perdre leurs aides au logement. C'est très injuste. Ensuite, pour les mères les plus pauvres, je mets en place des allocations familiales dès le premier enfant.
Et j'augmente les allocations familiales du deuxième et du troisième enfant. Donc 900 € par an dès le premier enfant pour toutes les familles, parce que je ne veux plus d'enfants pauvres en France. Et pour les familles les plus pauvres, je mets en place la cantine à 1 euro. J'aide tous les maires à mettre en place cette cantine pour qu'il n'y ait plus, je l'ai dit, d'enfants pauvres en France. Et dernière mesure de pouvoir d'achat, le soutien scolaire gratuit. Je veux mettre en place une réserve éducative nationale. Je prendrai tous les volontaires, retraités, actifs, étudiants, et je les rémunérerai pour faire du soutien scolaire gratuit parce que je veux que tous les enfants de France aient une chance. Vous voyez, sur le pouvoir d'achat, je suis la vraie candidate du pouvoir d'achat parce que toutes les mesures dont je viens vous parler, elles sont financées par des économies, par des réformes que je fais ailleurs, Valérie contrairement Pécresse, à tous les autres candidats qui promettent tout sans financer leurs mesures. donc pour vous, face au pouvoir d'achat, si j'essaie de bien comprendre, vous augmentez donc les revenus, si on reprend cet exemple de mère célibataire, vous augmentez les revenus, vous augmentez les revenus du travail et les allocations familiales. En revanche, vous ne jouez pas sur les prix, c'est-à-dire que pour qu'on soit bien d'accord, si les prix, on sait que la baguette a encore augmenté, qu'elle a dépassé les 1 euro dans un certain nombre de boulangeries, imaginons avec les pénuries de blé, avec la hausse des prix du blé, que ça augmente, vous ne bloquerez pas les prix du blé, vous ne bloquerez pas les prix de l'essence. Alors sur l'essence, moi ce que je souhaite, c'est que l'État rende l'intégralité des hausses de taxes qu'il a perçues grâce à la hausse des prix de l'essence. On me dit que c'est 25 centimes. Il ne veut rendre que 15 centimes. Mais j'ai été un peu entendu sur ce point puisqu'il semble qu'on soit en train de passer de 15 à 18 centimes restitués aux Français. Moi, je restituerai 25 centimes. Et je permettrai aux entreprises qui veulent faire des chèques essence de défiscaliser ces chèques essence comme on peut défiscaliser les chèques restaurants. Donc j'aiderai les Français à mieux payer leurs factures d'essence. Et sur les tarifs des prix alimentaires, moi je veux que dans les Outre-mer, où les factures sont encore plus chères, parce que vous savez que la vie est très chère Outre-mer, je veux qu'il y ait un panier de biens essentiels dont les prix soient contrôlés et figés, parce que dans les Outre-mer, vraiment, la question de la vie chère est devenue quasiment inatteignable pour une partie des familles. Si je vous prends au pied de la lettre, ce que vous dites pouvoir faire dans les Outre-mer, vous pourriez également le faire en métropole si les prix continuent à augmenter. Vous ne vous interdiriez pas de faire ce panier de la ménagère où les prix soient bloqués, y compris en métropole, si c'est nécessaire? C'est impossible de bloquer les prix en métropole. C'est impossible de bloquer les prix en métropole. Ça coûterait beaucoup trop cher. Moi, je ne promets que ce que je peux tenir, Madame de Malherbe. C'est ça la différence entre moi et les autres candidats. Je ne fais pas de promesses démagogiques. Je ne suis pas Madame 140 milliards comme Marine Le Pen ou Monsieur 250 milliards comme Monsieur Mélenchon ou Monsieur 150 milliards comme Monsieur Zemmour. Donc, vous assumez de dire qu'il y a des choses qui vous seront impossibles, que l'État ne peut pas tout. J'assume de dire que je ferai la vraie politique de pouvoir d'achat en augmentant les salaires, en augmentant les allocations familiales, en faisant les repas à 1 euro dans les cantines, en baissant les prix de l'essence. Et j'assume de dire que toutes ces dépenses-là seront financées. Et j'ajoute que pour les salariés qui n'ont pas pu prendre leur RTT, ils pourront transformer leur RTT en salaire, sans charge et sans limite. Là aussi, ça leur fera du pouvoir d'achat en plus. Et toutes les heures supplémentaires seront défiscalisées sans limite et les cumuls emploi-retraite seront possibles là aussi sans limite.